Les contes de l'Alhambra. Washington Irving. Édition Miguel Sanchez. Introduction. André Bellamy. Partir à cheval, un beau matin de mai, de Séville vers Grenade, avec un ami, un écuyer, des provisions, une carabine pour se défendre contre les bandits, une petite somme d'argent, des mois entiers de liberté devant soi, et pour seule route, celle de la fantaisie. Ouvrir des yeux neufs sur une terre et un peuple demeuré, malgré tout, parmi les plus intacts et les plus authentiques du monde civilisé. Arriver, de découverte en découverte, en face de Grenade, dorée par le soleil couchant, et là, se voir offrir par le gouverneur de l'Alhambra ses propres appartements dans le vieux palais mort que l'on aura tout à soi, pour ainsi dire, pendant plus d'une saison. Telle est l'aventure presque incroyable qui advint en 1829 à l'auteur de ce livre. À une époque où s'exaltait le goût de la couleur, du merveilleux exotique et légendaire, des ruines et de la mélancolie du passé, des contrastes de toutes sortes que l'humanité d'alors nous paraît jeune, quel site, mieux que l'Alhambra, pouvait inspirer un écrivain? Asile de verdure au-dessus de la plaine brûlée, résidence des rois et abri des mendiants, tour formidable et patio raffiné, fragile beauté de ces dentelles de pierre sorties intactes des siècles destructeurs, silence de ces salles autrefois animées, où, la nuit, l'imagination inquiète croit entendre dans le murmure des eaux les plaintes d'âmes en peine, silence plein de légendes. Quel foisonnement de thèmes, quel sujet de méditation. Telle est la substance des pages qui vont suivre. Et certes, elles ne sont pas totalement dépourvues des défauts de l'époque. Leur romantisme a quelque peu vieilli, comme celui des jolies gravures contemporaines qui l'illustrent. Le pittoresque des apparences et le merveilleux conventionnel des légendes y recouvrent parfois la poésie profonde de la réalité. L'enthousiasme de l'auteur s'y satisfait plus qu'il ne faudrait d'images banales, de clichés, de brunes beautés, de brises parfumées, etc., et l'on peut trouver les contes un peu trop étirés. Pourtant, le charme de ce livre d'esquisses et de contes en est à peine diminué. L'auteur du sketchbook sait voir d'un œil clair et peindre avec autant de justesse que de sensibilité un paysage. Panorama matinal saisi du haut de la tour de Comard, crescendo et décrescendo de la lumière du jour sur Grenade, effet de clair de lune sur l'Alhambra, dont nulle subtile nuance ne lui échappe, de la transfiguration des marbres à la faible rougeur de la rose, ces silhouettes sont campées d'un trait vif, exact et drôle. L'humour et la bonne humeur alternent dans ces légendes avec l'émotion, plus proche de Walt Disney que de La Fontaine. Mais il excelle surtout dans le récit. On remarquera avec quelle délicatesse il conte l'histoire du pigeon volage de Dolores, avec quelle vérité il relate la première nuit passée dans l'appartement de la reine Élisabeth de Parme. Avec cela, le meilleur caractère du monde, simple, discret, enjoué, prompt à s'émouvoir, à se passionner. C'est le guide idéal avec qui visiter l'Alhambra dans l'espace, dans le temps et selon cette autre dimension qui est celle de la féerie. Loin de Grenade, au hasard d'une phrase ou d'une évocation rencontrée en ce livre, le vieux palais ressurgira dans son autre souvenir, avec ses colonnes, ses jets d'eau, son jardin secret, à peine plus réel que les légendes qu'il a fait naître, comme par un effet de cet enchantement dont ces pages sont pleines. André Bellamy. A. M. David Wilkie. Annotation 1. Peintre anglais, membre de la Royal Academy de Londres. Fin d'annotation. Cher monsieur, au cours des voyages que nous fîmes ensemble jadis dans certaines vieilles villes d'Espagne, je pense en particulier à Tolède et à Séville, vous vous souvenez peut-être combien nous fûmes sensibles à ce fort mélange de sarrasin et de gothique qui date du temps des morts et au caractère particulier de certaines scènes de rue qui nous évoquaient des passages des Mille et une nuits. Vous m'engagiez à écrire quelque chose pour illustrer ces intéressantes particularités, quelque chose à la manière de Haroun el-Rachid, et qui eut le parfum de ces aromates d'Arabie dont l'air de l'Espagne est encore tout imprégné. Je vous remets ce détail en mémoire pour vous montrer que, dans une certaine mesure, vous êtes à l'origine de ce présent ouvrage, dans lequel j'ai consigné quelques croquis arabes, pris sur le vif, et des légendes inspirées de la tradition populaire, d'un séjour dans un des endroits les plus authentiquement hispano-mauresques de la péninsule. Je vous dédie ces pages en souvenir des scènes agréables auxquelles nous avons assisté ensemble dans ce pays des miracles et en témoignage d'une estime pour votre personne qui n'a d'égal, monsieur, que l'admiration que je porte à votre talent, votre ami et compagnon de voyage, l'auteur, mai 1832. L'Alhambra, esquisses et légendes inspirées par les Maures et les Espagnols. Le voyage,
Au printemps de 1829, l'auteur de cet ouvrage, que la curiosité avait attiré en Espagne, fit une excursion de Séville à Grenade en compagnie d'un ami, membre de l'ambassade russe de Madrid. Venus l'un et l'autre de contrées éloignées du globe, le hasard nous avait réunis et la similitude de nos goûts nous engagea à vagabonder ensemble parmi les romantiques montagnes de l'Andalousie. Quels que soient les lieux où les conduit les devoirs de sa charge, dans le faste des cours ou parmi les richesses plus réelles de la nature, si jamais ces pages tombent sous ses yeux, puissent-elles lui rappeler, avec les images de notre aventureuse randonnée, celles de quelqu'un chez qui le temps ni la distance ne sauraient effacer le souvenir de son aimable et précieuse amitié. Mais avant de commencer, qu'on me permette de faire quelques remarques préliminaires sur la terre d'Espagne et sur la façon dont on y voyage. En général, on se représente l'Espagne comme une molle région méditerranéenne, parée de tous les charmes brillants de la voluptueuse Italie. Bien au contraire, hormis quelques provinces maritimes, c'est un pays sombre et sévère, aux monts hérissés, aux plaines immenses, privé d'arbres, ineffablement solitaire et silencieuse, qui présente tous les caractères de l'Afrique sauvage et désolée. Ce qui accroît cette impression de silence, c'est l'absence d'oiseaux chanteurs, conséquence naturelle du manque de bosquets et de haies. L'aigle et le vautour font de grands cercles autour des falaises, bien au-dessus des plaines, et l'outarde timide traverse en bande les bruyères. Mais les myriades de petits oiseaux qui animent toute la physionomie des autres pays ne se trouvent en Espagne que dans quelques provinces, de préférence auprès des vergers et des jardins qui entourent la demeure de l'homme. Dans les provinces de l'intérieur, il arrive parfois aux voyageurs de traverser d'immenses terres à blé, parfois vertes et ondoyantes, d'autres fois sèches et brûlées, et ils cherchent en vain la main qui les a cultivées. Finalement, il aperçoit, sur une colline abrupte ou un roc décharné, un village avec sa tour de guet et ses remparts en ruine qui le défendaient autrefois contre les guerres civiles ou les incursions mauresques. La coutume de se grouper pour se protéger s'est d'ailleurs conservée chez les paysans à la suite des méfaits des pillards. Mais si l'Espagne est à peu près dépourvue de l'agrément des bois et des forêts, ainsi que de l'ornement des plantes cultivées, en revanche, elle y gagne en hauteur et en noblesse, qualité qu'on retrouve chez son peuple. Je crois mieux comprendre la fierté, la bravoure, la frugalité, la tempérance de l'Espagnol, son mal mépris de l'infortune et son dégoût de la mollesse depuis que j'ai vu le pays qu'il habite. Il y a encore dans l'austère simplicité de ligne du paysage espagnol quelque chose qui fait naître dans l'âme le sentiment du sublime, les plaines interminables des deux Castilles et de la Manche, dont l'œil n'atteint pas la limite, tirent un intérêt de leur nudité, même qui évoque la grandeur solennelle de l'océan. En parcourant du regard ces espaces infinis, on voit çà et là un troupeau éparpillé sous la garde d'un pâtre solitaire, immobile comme une statue, avec son long bateau, bout effilé, à la façon d'une lance. Ou bien c'est une longue file de mules qui chemine lentement sur le plateau, telle une caravane au milieu du désert. Ou encore un berger armé d'un tromblon et d'un stylet qui rôde comme un bandit dans la plaine. Ainsi, la terre, les mœurs, l'allure même des gens ont un cachet arabe. L'état d'insécurité générale du pays est attesté par le fait que tout le monde porte des armes. Le berger au champ, le pâtre dans la plaine ont leurs mousquets et leurs couteaux. Le villageois se risque rarement jusqu'à la bourgade voisine sans son trabucco, et parfois même un domestique à pied portant son escopette en bandoulière. Le moindre déplacement s'entoure de préparatifs belliqueux. Les périls de la route ont provoqué un mode de voyage qui s'apparente, quoique sur une moindre échelle, aux caravanes de l'Orient. Les arrieros, ou muletiers, se rassemblent en convois importants et bien armés qui se mettent en route à jour fixe. En chemin, de nouveaux voyageurs viennent grossir leur force et leur nombre. C'est de cette façon primitive que s'effectue le commerce du pays. Le muletier est le grand convoyeur en titre qui traverse toute la péninsule depuis les Pyrénées et les Asturies jusqu'aux Alpujarras, jusqu'à la Serrania de Ronda et même au port de Gibraltar. Il vit frugalement. Ses alforjas de gros draps contiennent ses maigres provisions et sa gourde de cuir pendue à l'arçon de sa selle, le vin ou l'eau qui lui permettront de traverser ces montagnes stériles et ces plaines desséchées. La nuit, la couverture de sa mule, étendue sur le sol, lui sert de lit et la selle d'oreiller. De petite taille, mais vigoureux et bien découplé, il respire l'énergie. Son teint est brun, cuit par le soleil, son regard résolu mais serein, sauf lorsqu'il est pris d'une émotion subite, franc, viril et poli à la fois, il ne passe jamais près de vous sans vous adresser une grave salutation.
Dios guarde a usted. Vaya usted con Dios, Calabero. Dieu vous garde. Allez avec Dieu, Calabero. Comme ces hommes risquent souvent toute leur fortune sur le dos de leurs mules, ils tiennent leurs armes à portée de la main, attachées à leurs selles, toujours prêts à défendre chèrement leur vie en cas d'alerte. Mais leur nombre les garantit contre les petites bandes de pillards, et le bandolero solitaire, armé jusqu'aux dents sur son coursier andalou, rôde autour d'eux sans oser les attaquer, comme un pirate autour d'un convoi de vaisseaux marchands. Le muletier espagnol possède un inépuisable répertoire de chants et de ballades qui trompent la monotonie de ses continuels voyages. Ses airs sont rudes, simples, peu modulés, et il les chante d'une voix forte et traînante assis de côté sur sa mule, qui semble l'écouter de l'air le plus grave du monde et marquer la mesure de son trottinement cadencé. Les paroles mises en musique sont souvent de vieux romances traditionnelles sur les morts, des légendes de saints ou bien des chansons d'amour, ou encore, ce qui est plus fréquent, quelques ballades en l'honneur d'un hardi contrabandista ou d'un intrépide bandolero, car dans la poésie populaire, le contrebandier et le bandit font figure de héros. Souvent, la chanson du muletier est composée impromptue à l'occasion d'une scène locale ou d'un incident de voyage. Ce talent d'improvisation, si fréquent en Espagne, serait un héritage des morts. C'est une sensation enivrante que d'écouter ces chansons au milieu des sites sauvages et désolés qui les ont fait naître, accompagnés, çà et là, par les sonnailles de la mule. Rien n'est plus pittoresque que la rencontre d'un convoi de mules dans un col de montagne. On commence par entendre les grelots des premières mules dont la simple mélodie vient rompre le silence de ces hauteurs. Ou bien c'est la voix du muletier qui gronde une bête attardée ou capricieuse ou qui entonne à tue-tête une vieille ballade. Puis l'on aperçoit la file des mules qui se déroule en zigzag le long du défilé rocheux, soit qu'elles descendent des pentes raides en silhouettes nettement découpées sur le ciel, soit qu'elles gravissent avec peine les flancs arides de l'abîme qui se creuse sous vos pieds. À mesure qu'elles se rapprochent, on peut distinguer les brillantes couleurs de leurs pompons de laine, de leurs glands et de leurs harnais. Et lorsqu'elles passent près de vous, la vue de l'éternel trabucot, accroché derrière les ballots, et les selles vous rappellent l'insécurité de la route. L'antique royaume de Grenade, où nous sommes sur le point de pénétrer, est l'une des régions les plus montagneuses de l'Espagne. De vastes sierras, aux chaînes de montagnes, sans la moindre trace d'arbustes ou de végétation, veinés de marbre et de granit diapré, dressent leurs sommets brûlés de soleil contre un ciel du bleu le plus profond, mais pourtant c'est au sein de cette aridité de pierre que verdoient les plus fertiles vallées, où le jardin surgit du désert et où le roc lui-même se voit, pour ainsi dire, contraint de produire la figue, l'orange et le citron, et de fleurir en touffes de myrte et de roses. Dans les défilés sauvages de ces montagnes, lorsqu'on aperçoit des villes ou des villages fortifiés, bâtis en nid d'aigle parmi les escarpements rocheux, avec leurs remparts mauresques ou bien des tours en ruine perchées sur des pics aigus, l'esprit se reporte au temps chevaleresque des guerres entre chrétiens et morts et aux luttes épiques pour la conquête de Grenade. En traversant ces hautes sierras, le voyageur est souvent forcé de mettre pied à terre et de mener son cheval par la bride dans des montées et des descentes abruptes et discontinues comme un escalier brisé. Parfois la route côtoie les lacets d'un précipice vertigineux, sans parapet pour le protéger de l'appel du gouffre, avant de plonger à pic, dangereusement, dans le noir. Parfois encore, elle s'étire le long du Barrancos, ou ravin pierreux rongé par les torrents de l'hiver. C'est la piste secrète du contrebandista. De temps à autre, une croix sinistre érigée sur un tas de pierres à un point solitaire de la route, en souvenir d'un vol ou d'un crime, avertit le voyageur qu'il se trouve au voisinage de repères de brigands, ou peut-être, à l'instant même, sous les yeux de quelques bandoleros à l'affût. Parfois, tandis qu'il suit les sinuosités d'une étroite vallée, un mugissement sauvage le fait sursauter, et il aperçoit au-dessus de sa tête, dans un vert recoin du versant, un troupeau de féroces taureaux andalous destinés au combat de l'arène. Il y a quelque chose d'affreux dans la vue de ces formidables animaux, doués d'une force terrible qui parcourent leurs prés dans un état de sauvagerie indomptée et ignorent presque la face de l'homme. Ils ne connaissent que le berger solitaire qui les soigne, et encore celui-ci n'ose-t-il pas toujours les approcher. Le sourd mugissement de ces taureaux, l'aspect menaçant qu'ils ont du haut de ces rochers, rendent encore plus farouche le paysage environnant. Je me suis laissé entraîner, sans m'en rendre compte, à une digression plus longue que je ne le voulais sur ces particularités. C'est que toute réminiscence d'Espagne possède un charme qui enchante l'imagination. C'est le 1er mai que mon compagnon et moi-même quittâmes ces villes en direction de Grenade.
Nous avions fait tous les préparatifs requis par notre expédition qui devait nous faire traverser des régions montagneuses où les chemins ne sont guère que des sentiers muletiers, trop souvent infestés de voleurs. Nous avions confié la partie la plus précieuse de nos bagages aux arriéros, ne conservant que du linge, des objets nécessaires en voyage, de l'argent pour les frais de route et un pécule supplémentaire en cas d'agression pour satisfaire aux exigences des voleurs et nous préserver des mauvais traitements qui attendent le voyageur trop précautionneux qu'il trouve les mains vides. Nous louâmes 2 bons chevaux pour nous-mêmes, un troisième pour transporter notre maigre bagage et un vigoureux biscayen d'une vingtaine d'années qui devait nous guider à travers l'enchevêtrement des chemins de montagne, s'occuper des bêtes, nous servir parfois de domestique et toujours de garde de corps. Il avait pour nous défendre des rateros, ou bandits solitaires, un formidable trabuco dont il était excessivement fier. Mais, au risque de diminuer sa gloire, il faut bien que je le dise, la plupart du temps, l'arme pendait non chargée derrière la selle. Au demeurant, le meilleur garçon du monde, fidèle, bon, farci de proverbes et de dictons, comme cette perle des écuyers, le célèbre Sancho, dont nous lui donnâmes le nom, mais en véritable espagnol qu'il était, bien que traité par nous comme un compagnon, il ne dépassa jamais, même au plus fort de son hilarité, les bornes de la déférence et du respect. Ainsi équipés et suivis, nous nous mîmes en route, bien décidés à goûter tout le charme de notre aventure. Dans cet état d'esprit, quel pays, pour le voyageur, que cette Espagne, où l'auberge la plus misérable offre autant d'aventures qu'un château enchanté et où le moindre repas prend figure d'exploit. Que d'autres y regrettent les hôtels somptueux, les routes civilisées, et tous les raffinements compliqués des pays où règne l'insipide banalité, ce que je veux, moi, c'est la rude ascension montagnarde, la route hasardeuse, pleine d'imprévus, et ces manières franches, hospitalières, bien qu'un peu sauvages, qui donnent une saveur si âpre et si authentique à l'Espagne. Notre première soirée fut typique à cet égard. Nous arrivâmes après le crépuscule dans une petite ville nichée au milieu de collines, après un trajet épuisant dans une vaste plaine déserte, où nous avions été, plus d'une fois, douchés par des averses. Dans l'auberge, il y avait un groupe de Micletes, annotation Miclé, soldat de la garde des gouverneurs de province, fin de citation, qui faisaient la patrouille dans le pays, à la poursuite des voleurs. L'apparition d'étrangers était assez insolite dans cette petite ville perdue. Notre hôte s'en alla dans un coin de la posada étudier nos passeports en compagnie de 2 ou 3 camarades qui chuchotaient dans leurs capes brunes, tandis que l'alguacil prenait des notes, à la lueur indécise d'une lampe. Les passeports, rédigés en langue étrangère, n'étaient pas faits pour dissiper leur perplexité, mais notre écuyer. Sancho leur vint en aide et avec une emphase toute espagnole, nous posa à leurs yeux comme de grands personnages. Entre-temps, quelques cigares royalement distribués à la ronde nous avaient gagné tous les cœurs, et bientôt tout ce monde parut s'agiter afin de nous recevoir dignement. Le corrégidor lui-même vint nous saluer et notre hôtesse avança en grande pompe un énorme fauteuil paillé pour cet important personnage. Le capitaine de la patrouille vint dîner avec nous. C'était un Andalou pétillant, qui avait fait une campagne en Amérique du Sud. Il nous conta ses exploits amoureux et belliqueux avec de grands mots, de grands gestes et des œillades pleines de mystères. Il nous dit qu'il avait une liste de tous les brigands du pays et qu'il allait les dénicher, tous tant qu'ils étaient. En même temps, il nous offrit quelques-uns de ses soldats comme escorte. Un seul suffirait à vous protéger, señores. Les voleurs me connaissent, moi et mes hommes. La vue d'un seul d'entre eux suffira à répandre la terreur dans toute la sierra. Nous le remerciâmes de son offre et lui répondîmes tout aussi simplement qu'avec la protection de notre redoutable Sancho, nous n'avions rien à craindre de tous les ladrones réunis de l'Andalousie. Pendant que nous dînions avec notre ami le matamor, nous entendîmes le son d'une guitare, le cliquetis de castagnettes, puis des voix qui chantaient en chœur un air populaire. Notre hôte avait eu la délicate attention de réunir en notre honneur les musiciens et les rustiques du voisinage. Le patio, quand nous y entrâmes, nous offrit le spectacle d'une véritable fête espagnole. Nous prîmes place avec nos hôtes et le capitaine de la patrouille sous la voûte de la cour. La guitare passait de main en main. Elle trouva son Orphée dans la personne d'un jovial cordonnier. Aimable à voir, avec ses énormes favoris noirs, les manches retroussées au coude, il pinçait la guitare avec une sûreté magistrale et chantait de petites mélodies amoureuses, en lançant des œillades assassines aux femmes, auprès desquelles il était manifestement populaire. Ensuite, il fit un fandango avec une plantureuse andalouse pour la plus grande joie des spectateurs.
mais aucune des jeunes personnes présentes n'aurait pu se comparer à la jolie Pépita, la fille de notre hôte, qui était allée en cachette se faire une toilette pour la circonstance et couronner sa chevelure de rose, et qui se distingua dans un boléro qu'elle dansa avec un jeune et beau dragon. Nous avions donné ordre de faire couler le vin et les rafraîchissements à volonté, mais de toute cette assemblée disparate de soldats, de muletiers et de villageois, personne ne dépassa les bornes de la sobriété. La scène était à peindre. Le groupe pittoresque des danseurs, les Miclés, dans leur accoutrement à moitié militaire, les paysans, enveloppés dans leurs capes brunes, et je ne dois pas omettre le vieil alguacil, tout maigre dans sa houppelande noire, qui, assis dans son coin, parfaitement indifférent aux réjouissances, continuait à écrire d'une main alerte, à la pâle lumière d'une immense lampe de cuivre qui datait sans doute de Don Quichotte. Comme je n'ai pas la prétention de donner ici un récit suivi, ni de compter par le menu les différents incidents qui se produisirent au cours de cette excursion de plusieurs jours par monte et par vaux, à travers landes et montagnes, je me contenterai de dire, en résumé, que nous voyageâmes tout à fait à la façon du contrabandista, acceptant toutes choses, agréables ou non, telles qu'elles se présentaient à nous, et nous mêlant avec les gens de tout rang et de toutes conditions dans une sorte de compagnonnage de la route. C'est le meilleur moyen de voyager en Espagne. Avertis des maigres ressources des auberges et des étendues désertes que le voyageur est souvent exposé à traverser, nous avions pris grand soin au départ de bourrer les alforjas au sac de sel de notre écuyer de provisions froides et d'emplir jusqu'au goulot son imposante bota, ou gourde de cuir, d'un bon vin de Valdepeñas. Comme c'était pour notre campagne un genre de munition qui nous était d'une utilité encore plus grande que son trabuco, nous l'exhortâmes à y voir l'œil. Et je dois dire à son honneur que son homonyme Sancho, l'ami de la bonne chère, ne l'aurait pas surpassé dans ses fonctions de pourvoyeur. Bien que soumis à de fréquents et vigoureux assauts tout au cours du voyage, les alforjas et la bota, comme par miracle, ne se vidaient jamais, car notre vigilant écuyer prenait soin de faire main basse sur les restes de nos dîners à l'auberge, afin d'assurer le déjeuner du lendemain. Ah, quel plantureux festin nous faisions à midi, installés sur une verte pelouse au bord d'un ruisseau ou d'une fontaine, à l'ombre d'un arbre, puis quelle délicieuse sieste sur nos capes étendues dans l'herbe. Un jour, à midi, nous nous arrêtâmes pour faire un repas de ce genre. C'était dans un charmant petit pré, tout entouré de collines couvertes d'oliviers. Nous avions étendu nos capes sur l'herbe, au pied d'un orme, au bord d'un cours d'eau, murmurant. Nos chevaux, mis à la tâche, pouvaient paître tout leur content. Sancho nous exhiba ses alforjas avec un air de triomphe. Elles contenaient la récolte de 4 jours d'errance, mais s'étaient aussi considérablement enrichies du butin de la veille, pris dans une auberge particulièrement fournie d'Antequera. Notre écuyer en tira un à un les articles les plus disparates, et cela n'en finissait plus. Ce fut d'abord une épaule de chevreau, rôtie, à peine faisandée, puis une perdrix entière, puis un gros morceau de morue salée, enveloppé dans du papier, puis un reste de jambon, puis un demi-poulet, le tout accompagné de plusieurs petits pains, et d'une kyrielle d'oranges, de figues, de raisins secs et de noix. Quant à sa bota, elle s'était enflée d'excellents vins de Malaga. À chaque nouvelle apparition de vivres, il se délectait de notre stupéfaction, se renversait sur l'herbe et riait à gorge déployée. Rien ne faisait plus plaisir à ce cœur simple que d'être comparé pour sa dévotion à la bonne chère au célèbre écuyer de Don Quichotte. Il connaissait à fond l'histoire de Don Quichotte, et, comme la plupart des petites gens d'Espagne, il y croyait dur comme fer. Mais pourtant, tout ça, c'est arrivé il y a longtemps, n'est-ce pas, Seigneur ? Me demande-t-il un jour, avec un regard interrogateur. Il y a très longtemps. Il y a plus de 1000 ans, je crois, continua-t-il, pas très fixé. Pas moins. Et notre écuyer fut satisfait. Or, nous étions au milieu du repas décrit plus haut, à nous divertir de l'innocente drôlerie de notre écuyer, lorsque nous vîmes approcher un mendiant. On aurait pu le prendre pour un pèlerin, il était manifestement très vieux, avec une barbe grise, et il s'aidait d'un bâton. Mais l'âge ne l'avait pas courbé. Il se tenait très droit, et conservait quelques vestiges d'une beauté ancienne. Il portait un chapeau rond d'Andalousie, une veste en peau de mouton, un pantalon de cuir, des guêtres et des sandales. Son costume, bien qu'usé et raccommodé, était décent et ses manières pleines de franchise. Il s'adressa à nous avec la grave courtoisie qu'on trouve même chez l'Espagnol le plus pauvre. Nous étions d'humeur propice à accueillir un tel visiteur,
et dans un élan quelque peu fantasque de charité, nous lui offrîmes de l'argent, une miche de bon pain de froment et un gobelet de notre bon vin de Malaga. Il reçut le tout avec une gratitude exempte de toute obséquiosité. Il goûta l'éleva à la lumière, avec une légère lueur de surprise dans les yeux. Puis, l'avalant d'un trait, « Voici des années que je n'ai pas goûté un tel vin, dit-il. C'est un cordial pour le cœur d'un vieillard. » Puis, regardant le beau pain de froment, « Bendito si tal pan. Sois béni un tel pain, s'exclama-t-il. Puis il le mit dans sa besace. Nous le priâmes de le manger sans plus tarder. No, senores, répondit-il. Pour le vin, je devais le boire ou le laisser. Mais le pain, je dois l'apporter chez moi pour le partager avec ma famille. Notre Sancho nous consulta du regard et sur notre permission muette donna au vieillard quelques bons morceaux de notre repas, mais en insistant pour qu'il s'assît et mangeât toutefois devant nous. Il s'assit donc un peu à l'écart et se mit à manger lentement, avec une modération et une élégance de manière qui n'auraient pas été indignes d'un hidalgo. Il y avait de plus, chez notre invité, une aisance et une tranquille maîtrise de soi, qui me firent penser qu'il avait dû connaître des jours meilleurs. Son langage également, bien que simple, avait parfois des tournures pittoresques, voire poétiques. Je décidai à part moi que c'était quelque chevalier ruinier. Je me trompais. Ce que j'appréciais en lui n'était rien d'autre que la courtoisie innée de l'espagnol et la couleur poétique de langage et de pensée qu'on trouve même dans les classes les plus basses de ce peuple brillant. Pendant 50 ans, nous dit-il, il avait été berger. Mais maintenant, il était sans emploi et dans l'indigence. Quand j'étais jeune, rien ne pouvait m'atteindre ou me troubler. J'étais toujours bien, toujours gai. Mais maintenant, j'ai 79 ans, j'en suis réduit à la mendicité et le cœur commence à me manquer. Pourtant, il n'était pas mendiant de son état, c'était seulement depuis peu que le besoin l'avait contraint à cette dégradation, et il nous fit une émouvante peinture du conflit qui s'était produit en lui entre la faim et la fierté lorsqu'il avait été en proie pour la première fois à l'affreux dénuement. Il retournait chez lui de Malaga sans argent. Il n'avait pas mangé depuis quelque temps et traversait une de ces vastes plaines d'Espagne où les habitations sont extrêmement rares. Lorsque, à moitié mort de faim, il avait frappé à la porte d'une venta ou auberge de campagne, « Perdone usted por Dios, hermano. Frère, excusez-nous pour Dieu. » Lui avait-on répondu, selon la formule employée en Espagne pour refuser l'aumône, « Je m'en allais. » fit-il avec une honte encore plus grande que ma faim, car mon cœur était encore trop fier. J'arrivai à un fleuve qui avait de hautes rives et un courant rapide, et je fus tenté de m'y jeter. Pourquoi vivre quand on n'est plus qu'une vieille loque, un inutile? Mais lorsque je fus au bord de l'eau, je pensai à la Sainte Vierge et m'en éloignai. Je me remis donc en marche. Je vis une villa, un peu à l'écart de la route. Je franchis la porte de la cour. La porte de la maison était fermée, mais il y avait 2 jeunes señoras à une fenêtre. Je m'approchai et tendis la main. « Perdone por Dios, hermano, » me répondit-on, de nouveau, en fermant la fenêtre. Je m'esquivai comme un voleur, mais la faim fut la plus forte. Le cœur me manqua. Je crus ma dernière heure venue. Je m'étendis devant la grille d'entrée, recommandai mon âme à la Sainte Vierge et couvris mon visage pour mourir. Mais bientôt, le maître de la maison, qui rentrait chez lui, me vit à sa grille. Il me découvrit le visage, eut pitié de mes cheveux gris, me fit entrer dans sa maison et me donna à manger. Ainsi, señores, vous voyez qu'il faut toujours avoir foi en la protection de la Vierge. Le vieillard retourna à son village natal, Archidona, qui était juché non loin de là, sur le sommet d'une montagne abrupte et hérissée. Il nous montra du doigt les ruines de son vieux château arabe. Ce château, fit-il, était habité par un roi mort du temps des guerres de Grenade. La reine Isabelle l'attaqua avec une grande armée, mais le roi, du haut de son château, perdu dans les nuages, la défiait avec mépris. Là-dessus, la Vierge apparut à la reine et la guida, avec son armée, par un chemin mystérieux, dans la montagne que personne ne connaissait. Quand le mort la vit arriver, il fut si stupéfait qu'il se jeta avec son cheval dans un précipice où il fut broyé. On voit encore sur le bord du rocher les marques des sabots de son cheval. Regardez, señores, vous voyez là-bas la route par laquelle la reine et son armée sont montées?
On dirait un ruban sur le versant de la montagne, mais le miracle est qu'on ne l'aperçoit que de loin. Quand on s'en approche, il disparaît. La route fictive qu'il nous désignait était sans doute un ravin sablonneux qui, de loin, paraissait étroit et nettement dessiné, mais qui, de près, s'élargissait jusqu'à perdre toute forme. Sous l'effet des libations qui réchauffaient son cœur, le vieil homme nous conta une autre histoire, celle du trésor enseveli sous le château par le roi mort, sa propre maison touchée presque aux fondations du château. Le curé et le notaire avaient fait, par 3 fois, le rêve de ce trésor, et ils s'étaient mis à entreprendre des fouilles à l'endroit que leur rêve leur avait révélé. Son beau-fils avait même entendu la nuit le bruit de leurs pioches et de leurs bêches. Ce qu'il avait découvert, personne ne le savait. En tout cas, du jour au lendemain, ils étaient devenus riches. Ils n'avaient rien divulgué. Ainsi, notre vieillard avait été le voisin de la fortune, mais il était dit qu'il ne vivrait jamais sous son toit. J'ai remarqué que les histoires de trésors enfouis par les morts, si populaires dans toute l'Espagne, reviennent le plus souvent dans la bouche des plus infortunés. C'est ainsi que notre mère nature compense avec des mirages le manque de choses palpables. L'homme, altéré, rêve de fontaines et d'eau courante, celui qui a faim, de banquets fabuleux, et le miséreux, de montagnes d'or secrètes. Sûrement, rien n'est plus riche que l'imagination d'un mendiant. Le dernier croquis de voyage que je donnerai ici sera une scène de nuit dans la petite ville de Loja. Loja était autrefois un célèbre poste frontière du temps des morts. Ferdinand avait été repoussé de ses murs. C'était la forteresse du vieil Aliatar, le beau-père de Boabdil. C'est de là que le vieux guerrier farouche avait déclenché avec son gendre cette désastreuse offensive qui devait s'achever par la mort du chef et la capture du roi. Loja occupe une situation fantastique sur les rives du Génil. Au fond de gorges profondes, entre les rochers et des bois, des prairies et des jardins, ses habitants semblent conserver l'esprit farouche d'antan. Notre auberge était dans le ton du lieu. Elle était tenue par une jeune et belle veuve andalouse, dont la sémillante basquina, de soie noire, frangée de perles de verre, faisait valoir la gracieuse ligne d'une silhouette ronde et souple. Sa démarche était élastique et assurée. Son œil noir, plein de feu, et la coquetterie de ses façons ainsi que ses atours montraient qu'elle avait l'habitude d'être admirée. Elle formait avec son frère, qui avait à peu près son âge, un couple parfait. C'étaient les modèles idéaux du majo et de la maja andalouse. Il était grand, vigoureux, bien fait, avec un teint clair et un peu olivâtre, des yeux de braise et des favoris marrons, tout bouclés, qui se rejoignaient sous son menton. Il était superbement habillé dans un boléro de velours vert qui le moulait et qui s'ornait d'une profusion de boutons d'argent et de mouchoirs blancs à chaque poche. Il avait un pantalon du même tissu, avec des rangées de boutons descendant des hanches, aux genoux, un mouchoir de soie rose passé autour du cou, noué par un anneau sur les plis impeccables de sa chemise, un foulard assorti, serré à la taille, des bottines, ou jambières, du plus beau cuir rousseau, artistement travaillé, et découvrant le bas, à la hauteur du mollet, enfin des souliers de même ton qui mettaient en valeur un beau pied. Comme il se tenait à la porte, un cavalier vint à lui et se mit à lui parler à voix basse, d'un ton sérieux. Il était vêtu d'une façon presque aussi raffinée. C'était un homme d'une 30aine d'années, trapu, aux traits romains, et beau dans l'ensemble, bien que légèrement grêlé de petites véroles. L'air hardi, quelque peu audacieux. Sa puissante monture noire, ornée de pompons, brillamment caparaçonnés, portait une paire de tromblons derrière sa selle. L'homme avait l'air d'un de ces contrebandistas que j'ai vus depuis dans les montagnes de Ronda, et semblait s'entendre assez bien avec le frère de mon hôtesse. Et si je ne m'abuse, il était un admirateur déclaré de la jolie veuve. À vrai dire, on sentait le contrebandier dans toute l'auberge et chez ceux qui la fréquentaient. Dans un coin, le tromblon voisinait avec la guitare. Le cavalier, décrit plus haut, passa la soirée dans la posada. Il chanta avec fougue plusieurs airs de montagne. Comme nous dînions, nous vîmes arriver de pauvres Asturiens, qui demandèrent si on voulait bien les nourrir et les héberger pour la nuit. Comme ils revenaient d'une foire dans les montagnes, ils étaient tombés dans un guet-apens tendu par des valeurs, et ceux-ci leur avaient enlevé un cheval qui portait toutes leurs marchandises, les avait dépouillés de leur argent et de leurs habits, les avait battus pour avoir résisté, et abandonnés presque nus sur la route. Mon compagnon, avec sa générosité si spontanée, leur commanda un dîner et une chambre et leur remit une somme d'argent qui leur permettrait de retourner chez eux.
Comme l'heure avançait, les dramatis personae augmentèrent. Un homme d'une 60aine d'années, grand et fort, entra, pas nonchalant, dans l'auberge et se mit à causer avec l'hôtesse. Il portait le costume andalou ordinaire, mais serrait sous son bras un énorme sabre. Il avait de grandes moustaches et un air superbe et crâneur. Tout le monde semblait le tenir en grande déférence. Notre écuyer Sancho nous murmura que c'était Don Ventura Rodriguez, le héros et défenseur de Loja, fameux pour ses prouesses et la force de son bras. Lors de l'invasion française, il avait surpris 6 soldats endormis. Après avoir mis leurs chevaux en sécurité, il les avait attaqués avec son sabre, en avait tué quelques-uns et avait fait le reste prisonnier. Pour cet exploit, le roi lui verse une pension d'une peseta, soit le 5e d'un euro ou dollar, par jour, et lui a conféré le titre de Don. Je m'amusais de sa grandiloquence de langage et de manière. C'était évidemment un pur andalou, aussi vantard qu'il était brave. Il a toujours son sabre en main ou sous son bras. Il le promène toujours avec lui comme une fillette fait avec sa poupée. Il l'appelle sa Santa Teresa et déclare que lorsqu'il le tire, tiembla la tierra, la terre tremble. Je veillai longtemps à écouter les divers propos de ce groupe disparate qui avait fraternisé aussitôt, comme on fait dans les posadas espagnoles. Nous eûmes des chansons de contrebandiers, des histoires de voleurs, des exploits de guérilla et des légendes mauresques. Finalement, ce fut au tour de notre belle hôtesse de nous faire un récit poétique des infiernos, les régions infernales de Loja, de sombres cavernes où des eaux et des casques souterraines font des bruits mystérieux. Les gens du peuple disent que, depuis le temps des morts, des faux monnoyeurs s'y enferment et que les rois morts gardaient leurs trésors dans ces cavernes. Si cela entrait dans mon propos, je pourrais emplir ces pages de tous les incidents et de toutes les scènes que je pus noter au cours de notre vagabonde expédition. Mais je me suis donné un sujet différent. Voyageant ainsi que je l'ai dit, nous émergeâmes finalement des montagnes pour déboucher dans l'admirable Vega de Grenade. Et c'est dans un bosquet d'oliviers, au bord d'un ruisseau, que nous prîmes notre dernier déjeuner, face à la vieille capitale mauresque, surgie dans le lointain, fascinée par les tours vermeilles de l'Alhambra, tandis que bien au-dessus d'elle, les sommets neigeux de la Sierra Nevada brillaient comme de l'argent. C'était un jour sans nuages. De fraîches brises de montagne venaient tempérer l'ardeur du soleil. Après avoir pris notre repas, nous étendîmes nos manteaux et fîmes notre dernière sieste. Bercés par le bourdonnement des abeilles parmi les fleurs et le roucoulement des ramiers alentour, quand les heures les plus chaudes furent passées, nous reprîmes notre voyage, et après avoir cheminé, entre des haies d'aloès ou de cactus, à travers d'immenses jardins, nous arrivâmes au crépuscule devant les portes de Grenade. Pour le voyageur épris d'histoire et de poésie, l'Alhambra de Grenade est un objet de vénération, autant que la Kaaba, le sanctuaire de la Mecque, l'est à tous les véritables pèlerins musulmans. Que de légendes et de traditions, vraies ou fabuleuses, que de chansons et de romances arabes et espagnoles, d'amour et de guerre, de chevalerie, sont liées à ce romantique édifice. Le lecteur peut donc juger de notre ravissement lorsque, peu après notre arrivée à Grenade, le gouverneur de l'Alhambra nous donna la permission d'occuper dans le palais mauresque ses appartements vacants. Mon compagnon fut bientôt rappelé par les devoirs de sa charge, mais moi, j'y demeurai plusieurs mois, retenu par le charme de ces pierres enchantées. Les pages qui vont suivre sont le fruit des rêveries et des recherches que je fis au cours de cette délicieuse captivité. Si elles ont le pouvoir de faire sentir le sortilège de ces lieux à l'imagination de mon lecteur, il ne regrettera point de s'attarder une saison avec moi dans les salles légendaires de l'Alhambra.